Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'On en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et ces derniers jours, entre un mystère vénusien, une explosion d'un moteur de Blue Origin, des éléments organiques sur Mars et Encelade, Artemis qui avance à grands pas et encore quelques autres, on peut dire que les actualités auront été plus qu'intéressantes dans notre petit coin de galaxie. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revenir sur ces informations, ce qu'elles impliquent et l'essentiel à retenir. Mais avant de commencer, et comme d'habitude aussi, j'aimerais vous inviter à vous abonner pour ne rien manquer, ainsi qu'à liker et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose de commencer par une petite balade du côté de Vénus, et aussi par un petit retour en arrière. Souvenez-vous, en 2020, des observations de l'atmosphère de Vénus laissent penser que celle-ci pourrait contenir de petites quantités d'un gaz bien particulier, la phosphine. Or, et c'est là que l'histoire allait faire du bruit, ce gaz fait partie de ce que l'on nomme les biosignatures. Pour résumer, les biosignatures sont des composés chimiques que l'on associe au vivant et à son métabolisme. Un assez bon exemple est l'oxygène, qui est notamment produit par des bactéries et des plantes. Eh bien, la phosphine, justement, est un gaz que certaines bactéries vivant dans des environnements pauvres en oxygène produisent. Dès lors, l'annonce de sa découverte laissait entrevoir la possibilité de vie bactérienne sur Vénus, et plus précisément dans les hautes couches de son atmosphère. Car si la surface de Vénus est chaude, acide et stérile, les plus hautes couches de son atmosphère pourraient présenter un petit oasis pour des formes de vie unicellulaires. D'autant que, sur Terre, les nuages grouillent de bactéries et autres micro-organismes. Mais il y a deux mais. D'abord, sur Terre, cette vie vient et dépend en grande partie du sol. Ensuite, cette détection de phosphine ne signifiait pas du tout découvrir la vie. Si un composé chimique est associé à la vie, cela ne signifie pas du tout qu'aucun mécanisme naturel ne peut mener à sa présence, et c'est même le plus souvent le cas. De plus, assez rapidement, il allait apparaître que cette phosphine était hélas un faux positif, et que l'atmosphère vénusienne n'en a jamais contenu. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Car en sondant les couches plus profondes de l'atmosphère de la planète, de nouvelles observations pointent du doigt une présence quasi certaine de phosphine qui semble donc rouvrir un nouveau chapitre de la question dans la vie de l'atmosphère de Vénus. Mais encore une fois, il convient aussi de rester prudent. L'existence de vie sur Vénus est extrêmement peu probable, et même si on ne peut pas entièrement l'exclure, l'explication de la source naturelle sera probablement la bonne réponse. Mais il n'y a pas que la question de la vie sur Vénus qui allait être au menu de cette semaine, et pour ça, je vous propose de nous diriger vers Mars. On apprenait en effet que le rover Perseverance avait mis à jour la présence de composés organiques dans ses échantillons de la planète rouge. Mais là aussi, il y a une nuance qui est un peu la même que pour la phosphine. Un composé organique décrit un composé chimique généralement associé au vivant, constitué en général de carbone. Si les biosignatures sont les produits du vivant, comme par exemple de leur respiration, les composés organiques, eux, en sont plutôt le constituant. Si la découverte d'une multitude de composés organiques sur Mars au fur et à mesure des années est une bonne nouvelle, de précédentes missions comme Curiosity ont d'ailleurs joué un grand rôle de ce côté, il y a encore un énorme pas à franchir avant de parler de vie martienne. En ça, le retour d'échantillons de Perseverance pourrait nous aider à déterminer les origines de ces composés organiques, et peut-être enfin permettre de dire si Mars a un jour porté la vie. En attendant, le mieux est aussi de rester prudent face à de telles annonces, souvent relayées de façon un peu trop sensationnaliste. Mais bref, si la liste n'était pas encore assez complète, on apprenait aussi la découverte de phosphore qui serait extrêmement présent dans l'océan situé sous la croûte de glace de la lune saturnienne Encelade. Et pour le coup, c'était la dernière brique du vivant nécessaire pour pouvoir espérer trouver des formes de vie, même bactériennes, sur la petite lune. Si là aussi il est important de ne pas s'emballer trop vite, on peut aussi se réjouir que toutes les briques du vivant soient présentes sur Encelade, ce qui pourrait s'avérer important pour la suite. Après tout, trouver ou ne pas trouver de vie ailleurs dans le système solaire nous aidera à comprendre à quel point la Terre est rare, ou ne l'est pas. Mais bref, assez parlé de tout ça. Car cette semaine, on allait aussi parler de Blue Origin et de ses fameux moteurs BE4. Brûlant un mélange d'oxygène et de méthane liquide, ils sont les moteurs qui permettent au premier lanceur orbital de l'entreprise, baptisé New Glenn, de décoller.
De plus, l'entreprise américaine United Launch Alliance a également fait le choix de ses moteurs pour son lanceur Vulcan. Donc, pour le dire simplement, autant vous dire que ces moteurs ont une longue carrière devant eux. Sauf que leur développement est chaotique, qu'ils ont par le passé souffert de nombreux problèmes de fiabilité et de retard de livraison. Si United Launch Alliance a commencé à recevoir ses moteurs destinés au vol, le premier exemplaire de Vulcan en étant déjà équipé, Blue Origin ne semble pas encore sorti de ses déboires non plus, car cette semaine, lors d'un essai de validation au sol, un exemplaire de BE4 a en effet explosé, endommageant apparemment assez bien son stand d'essai. Bien que le problème semble avoir été au moins partiellement identifié et ne soit apparemment pas un souci pour les moteurs déjà livrés et déjà qualifiés, on peut se douter que Blue Origin n'avait pas vraiment besoin de cet incident supplémentaire. Toujours dans le domaine des lanceurs, la start-up française Opus Aerospace annonçait, dans le cadre d'un contrat de R&D avec l'agence spatiale française, le CNES, développer les bases de ce qui pourrait être un bouclier thermique qui servirait à un second étage de lanceur réutilisable. Si on est encore loin du vol d'un quelconque prototype, on peut néanmoins se réjouir de l'info. Mais en parlant de lanceurs, l'entreprise chinoise Galactic Energy réalisait, dans un certain secret, un essai de test d'un démonstrateur servant probablement à tester des systèmes de contrôle et de guidage en vue du développement d'un lanceur réutilisable. Mais cette semaine, on allait aussi un peu reparler d'Artemis. Déjà, on apprenait la livraison de 3 véhicules électriques fabriqués par l'entreprise américaine Canoo, qui serviront au transport des astronautes vers le pas de tir lors des missions Artemis. D'ailleurs, en parlant d'Artemis, on avait également droit à la publication de cette photo montrant la capsule Orion d'Artemis 2 à droite, qui ramènera les premiers humains autour de la Lune depuis Apollo. Au centre, on trouve la capsule Orion d'Artemis 4 et à droite, celle d'Artemis 3 qui participera au retour de l'homme sur la Lune. Enfin, du côté européen, on notera que les installations au sol d'Ariane 6 sont désormais qualifiées, en attendant que le premier exemplaire, non dédié au vol, débute ses essais prochainement. Sur ce, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Mais avant, sachez que la chaîne va passer pour les 3 prochaines semaines en mode vacances. Si une vidéo continuera à sortir tous les samedis, j'ai mon petit stock, le rythme du mercredi sera peut-être un peu plus irrégulier, même si j'ai quelques petits bonus qui seront peut-être prêts. D'autre part, si une grosse actualité venait à arriver entre deux, je ferai de mon mieux pour la couvrir. Allez, bonnes vacances, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.